Bienvenue sur France 2, bon dimanche. Il fait froid, on va vous réchauffer. Premier invité de l'après-midi, il est l'invité d'honneur de Vivement Dimanche. Il est peut-être le recordman de participation à Vivement Dimanche. Et on va lui donner une loge. Il vient souvent parce qu'on l'aime et vous l'aimez beaucoup. Voici Pierre Arditi. C'est assez rare. C'est trop, c'est trop. C'est trop. Tu vois, c'est l'inverse du théâtre. Ah oui. Lorsque tu joues au théâtre, et c'est le cas en ce moment avec Michel Leb, quand le rideau tombe, standing ovation, là tu l'as au début. Oui, ça va se gâter après. Non, ça, non, non, non. Regardez ce duo extraordinaire. Pour la première fois réunis, c'est au Théâtre des Nouveautés sur scène, Pierre et Michel, compromis, Philippe Claudel, Bernard Murat. Ça déjà, ça donne envie d'y aller. Alors, c'est une pièce sur l'amitié, oui. Et on s'aperçoit finalement, c'est le titre de Philippe Claudel, que la vie est faite de compromis. Elle n'est même faite que de ça. Compromis ne veut pas dire compromission. Hein, compromis peut vouloir dire concession, par exemple, ou aménagement, ou concession. Voilà. Mais la concession n'est pas un reniement. Dans la pièce, le compromis, l'amitié est faite se nourrit de compromis. Ces compromis ne sont ni des reniements, ni des trahisons. Ce sont des preuves d'amour. Oui, voilà. Mais preuve d'amour avec beaucoup d'engueulades. Avec beaucoup d'engueulades. Et ben sinon, la vie ne vaudrait pas le coup d'être vécue. L'histoire d'un comédien moyen, dramaturge moyen aussi. Oui, ils sont plutôt ratés, quoi, oui. Ils vont se le balancer d'ailleurs. Oui, oui. Ils vont se dire t'es nul et l'autre va dire t'es pas mieux que moi non plus. Oui, absolument. Ça commence le 6 mai 81, à 4 jours d'une date historique. Absolument. L'arrivée de M. Mitterrand. Voilà. 1980. Absolument. C'est pas pour te déplaire, ça. Parce que les comédiens et le monde du spectacle a traversé cette période dans une fièvre, on peut appeler ça une fièvre incroyable. Oui. Et les comédiens moyens, qui étaient de gauche, pensaient que grâce à Mitterrand, ils deviendraient de grands comédiens. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils me regardent comme ça en parlant comme ça. Je ne sais pas. Il y a un côté. Tu vois, là, tu as finalement fait une petite carrière. Non, Pierre, c'est la pièce. Oui, c'est la pièce. Ce que je dis, c'est la pièce. Absolument, absolument. Oui, oui. Mais il y avait une sorte d'euphorie. On sortait d'une société différente. Et maintenant, cette société-là, Roger Hanin, là, le beau-frère. oui. Elle promettait beaucoup de choses. Elle en a tenu un certain nombre et d'autres moins. Mais ça reste, en ce qui me concerne moi, un souvenir cher, qui m'est cher. Voilà. On va revenir sur tout ça avec Michel Leb. Mais d'abord, je vais te dire qu'au premier rang, il y a quelqu'un qui je le vois, je le reconnais, ce garçon. Confrère du Monde, qui va dessiner, évidemment, mai 68 et surtout mai 80, ça l'a inspiré. Je parle de mai 68 parce qu'on va aussi recevoir Daniel Cohn-Bendit, que tu as voulu avoir parmi tes invités. Oui. Alors, d'abord, un mot sur ton partenaire. C'était dans l'air, un jour, de vous réunir tous les deux. J'ai souvent entendu, tiens, et si Arditi et Leb n'étaient pas réunis au théâtre tous les deux? Oui, oui, ça fait un petit moment qu'on se tourne autour, oui. Oui. Et moi, je l'avais, enfin, je le connais depuis toujours, Michel, bien sûr, hein, mais je l'avais vu entre autres, dans Amitié sincère, qui avait monté mon copain Bernard Murat au théâtre Édouard VII, où il était absolument extraordinaire. Et on m'était dit, mais il faut absolument qu'à un moment donné, il faut qu'on se rencontre, quoi. Sur scène, on se rencontrer dans la vie, on s'est souvent rencontrés dans la vie, on s'aime bien. Et ça ne pouvait être que pour une comédie? Ah oui. Oh bah oui. Oh bah oui. Mais comme toutes les comédies, il y a des zones qui sont, par moments, un tout petit peu en
entre deux tons, quoi. Voilà, ça continue de faire rire. Les gens rient énormément, hein, mais enfin bon, c'est un petit peu méandreux comme itinéraire. Alors toi, tu joues donc Denis, le comédien moyen. Hein. Oui, oui, Et pour aider à vendre son appartement, il fait appel à son pote parce qu'il trouve que son pote a un visage rassurant. oui. C'est C'est ça. il rassure. Il rassure. C'est Martin. C'est Martin. Il rassure. Dramaturge moyen. Dramaturge. Bah, ils sont l'un et l'autre apparemment très moyens. Enfin, le personnage que je joue moi, c'est un acteur de quatrième zone. Et Martin est un auteur pas souvent joué, mais écrit des qui est pièces moyennes. Oui, enfin, il y a quand même des choses à l'intérieur de ça qui sont moins mal qu'on ne le croit. Voilà. Et donc, il demande à son copain de venir pour rassurer celui qui vient acheter cet appartement qui, effectivement, cache un certain nombre de loups. On va avoir une petite bande-annonce. Compromis. C'est parce que tu me trouves rassurant que tu m'as demandé de venir? Ben oui, ben oui. T'as besoin d'être rassuré? Moi, non, j'ai besoin que lui soit rassuré. Tu t'apprêtes pas à le baiser par hasard. Martin, Hein? Martin, je n'aime pas quand tu es vulgaire, tu sais. Réponds-moi. Alors? On est dans l'ancien. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Quoi? Mais tu vas l'entuber. Oh, Ah, vas-y. quand il y a divorce, les amis doivent choisir. Hein? Alors, ils vont avec l'un ou ils vont avec l'autre, mais pas les deux à la fois. Ben, moi, je suis partisan de la garde alternée. Alors, Arrête ta connerie maintenant! Ça suffit! Arrête de me dire des saloperies, t'as compris? Arrête ça! Aujourd'hui, alors je suis déjà dans un état! Oh bordel, oh bordel, oh putain, oh putain, c'est lui, je suis dans un état épouvantable. Ça, tu vas me le payer, mon fumier, tu vas me le payer, ça. oui, ça doit être mon côté rassurant. Il faut absolument que vous vous lanciez sur les planches malgré votre âge. Hein. On va cuire le copain. Voici Michel Leb. Oui. Bon, on en fait une commande. T'en peux. Oui, on va faire les Voilà. images. Quel lève, ça fout la foule. Hein? C'est horrible, c'est horrible. Eh oui. Eh oui. Qu'est-ce qu'on fait? Non, je sais pas où tu dois te mettre. Tu fais ce que tu Il doit veux. se mettre là. Mets-toi là, Mais viens, mets-toi mon là, chéri. voilà. Il est gentil, il n'est pas. Oh, il est- quel voilà, bonheur. oui, oui, Quel oui. bonheur. Oui. Enfin, moi j'ai une admiration folle depuis toujours pour Pierre Arditi parce que mes arrière-grands-parents avaient, à l'époque, m'avaient conseillé d'aller à Châteauroux le voir dans une salle polyvalente et où il interprétait un remake de Nicolas et Pimprenel et j'avais trouvé ça absolument génial. Mais on J'avais est- trouvé magnifique Mais- et finalement j'ai dit je veux connaître cet homme. Mais on est dans la pièce, hein. Oui, c'est une punition. Ce Oui. type est une punition. En tout cas, c'est un grand bonheur. J'avais pour moi, Pierre, évidemment, c'est Rému, Sarah Bernard, ce sont des acteurs éblouissants. Je ne vais pas Et- pouvoir rester plus longtemps, malheureusement. Sarah Bernard. Oui, enfin, Oui, c'est- ça c'est- m'avait c'est- échappé, ça. c'est un mythe théâtral, quoi. Bon, bref. mythe. Alors, je Alors, suis heureux de pouvoir le toucher chaque soir parce Alors, que pour moi, pas. ça me porte bonheur. Oh, de Michel. Dieu. Michel Leb au théâtre, c'est une carrière éblouissante. Ah, c'est vrai. Je me souviens, 2006, Double Fire, Amitié sincère, Un drôle de père, entre autres. Regardez. D'abord, il faut que je vous expose ma situation familiale. Voilà, je me suis séparée de mon mari après 14 ans de mariage. Oh, je suis navrée. C'est une situation définitive. Pardon. C'est une situation définitive. Oh. C'est une situation définitive. Oh, oui, j'en ai bien peur. Je crains l'homme d'un seul livre. Saint Thomas d'Aquin. Ah, évidemment. Thomas d'Aquin. Je savais pas que c'était lui qui t'avait dit ça. Non, mais attends,
il m'a rien dit à moi. Non. Il est mort. Thomas est mort? Oh, fiston! Je suis navré de gâcher tous tes plans, mais ça me fait vraiment plaisir qu'on passe du temps ensemble. Puisqu'on va beaucoup se fréquenter, je peux te demander quelque chose? Eh bien sûr, alors là... Tu veux bien arrêter de m'appeler fiston? Parce que j'ai l'impression d'être dans un western des années 50. Ou alors pour être raccord, il faudrait que je t'appelle Paps. D'accord, on oublie fiston, comment tu veux que je t'appelle? Par mon prénom, par exemple? D'accord, comment tu t'appelles? Oui, évidemment. C'est bon souvenir, ça. Ouais. Thomas d'Aquin est mort. c'est formidable. Thomas est mort. Je t'ai vu te marrer. Ah oui, oui, mais Tu te fais rire en te regardant? toujours, Il toujours. s'adore. Je m'aime tellement. Il s'adule. Il arrive au théâtre, Non, mais- il se maquille, il fait putain, mais tu es beau, toi. Oui, tu es c'est vrai. magnifique. Et encore, que de face. Parce que de dos, je te raconte même pas comment je suis beau. Non, mais ce qu'il y a de certain, c'est que dans des rôles comme ça, de double fire, par exemple, Amitié sincère, c'est comme Pierre, bon, c'est le plaisir de passer de rôles oui. à la fois dramatiques et comiques. C'est la force de ce métier, et c'est ce plaisir-là qu'on a. Enfin, bien, c'est l'évidence. Ça sont des pièces que tu avais vues, Pierre. J'ai vu Amitié sincère. Oui. Je n'ai Fire, pas tu vu. n'as pas vu Double non, Fire Double Fire, je l'ai pas vu. Non. Et l'autre non plus parce que. Bah parce que tu travailles je trop. jouais, voilà. Si tu bosses trop, Oui, voilà, c'est ça. Puis enfin, j'avais pas forcément envie de voir toute ton œuvre. Mais Alors bien voilà. entendu. Un petit mot de Martin. Un petit mot de Martin. C'est vrai que tu as un physique rassurant. Oui, bah, c'est pour ça qu'il Oui, enfin- m'invite. Oui, enfin, bon, attends, j'ai deux choses. Il y a la vie et le théâtre. Alors, au théâtre, effectivement, je le rassure parce que, bon, il veut vendre cet appartement à ce garçon qui va débarquer, qui est un peu, d'après ce qu'il dit, couleur d'imperméable, c'est quelqu'un d'assez insignifiant, etc. Et il veut que je sois là parce que, en fait, il veut il y a une phrase qu'il dit d'ailleurs dans la pièce, que je dis dans la pièce, je dis, tu t'apprêtes pas à le baiser par hasard. Et en fait, il cherche vraiment à le baiser. Voilà, c'est Oui, ça la mais réalité. à propos de toi, il te dit que tu as un physique un peu niais. Oui, là, bah, ça c'est dans la pièce, mais Oui, c'est pas, physique c'est pas un dans la peu niais. réalité. Hein. Et quoi Oui, Non, et qui on te donne cache le bon Dieu. il cache remarquablement son intelligence. Oui, Voilà, c'est vrai, on te ça donne c'est le bon vrai. Dieu sans confession. C'est vrai. Alors le ton monte, et à un moment donné, il fait allusion à ton identité sexuelle. Oui, alors ça c'est une sorte de pic qu'il m'envoie pendant la pièce où il me présente comme étant homosexuel. Voilà. Alors évidemment, ça crée un moment un petit peu tendancieux dans l'histoire et évidemment, Mais je dois dire que je suis le premier surpris. Regarde, est-ce que tu penses que ça donne envie aux gens d'aller voir le spectacle? Mais je pense que oui, parce que je sois homosexuel ou pas, le problème n'est pas là. Bien. Voilà. C'est horrible. alors, Donc, ça- il y a un loup, évidemment. Il y a un vice caché dans l'appartement. L'appartement Bah oui. qu'il vend, mais avec quand même un petit peu d'amiante et un peu de plomb. Oui. Et Oui. toi, tu dis, t'as pas honte de faire ça. Mais non, parce que dans l'histoire, je suis quand même le plus moral, entre guillemets, des deux. Ouais. Mais petit à petit, je vais être obligé de faire un compromis, parce que dans la vie, comme tu disais tout à l'heure, Pierre, effectivement, on est obligé pour que les choses perdurent, on est obligé de faire des compromis, en amour comme en amitié, et je vais finir par basculer aussi dans ce compromis-là, voilà. Alors, il ment pour vendre cet appartement. Oui. Et quand il ment, ça se voit à une de ses épaules. Oui, parce que son épaule gauche tombe un peu. Oui. C'est la seule chose qui tombe, hein, Roger, rassurez-vous. Alors, vous jouez depuis quelques jours. Oui. J'ai déjà eu des échos par votre attaché de presse, Nicholsonville, qui est totalement, évidemment, objective. Oui. Totalement Et qui objectif. m'a dit, ça va être le triomphe de l'année. Oui. Et le triomphe de l'année suivante, car vous partez en tournée déjà. Oui. C'est Oui, prévu. oui, on fera ça. Oui, tu sais, nous, on est des gens, c'est un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on joue une saison est-ce que tu entière, sais que- puis on part jouer ça en province, des Mais c'est vieux un bonheur, acteurs. hein. Ça veut dire que tu vas supporter Michel pendant Oui. 2 ans, ou c'est lui qui va te supporter Bah, pendant c'est un peu les deux, mais on fera des compromis. Et puis moi, je me suis juré de le faire grossir en tournée. Voilà. Parce que là, il est un peu plus fin que moi, ça m'énerve. Alors je vais donc m'arranger pour qu'il ait à peu près ma Mais toi, tu silhouette. n'auras pas besoin d'aller dîner pour grossir. Regarde, déjà, c'est déjà fait. Donc, tu n'auras pas besoin. Oui, c'est bien, c'est très sympa. J'ai des livres pour vous. Philippe Claudel, Compromis. Bah, c'est la pièce. Oui. Ah bah oui. Stock, hein. Oui. Vous Formidable. l'avez, évidemment. Oui. Vous la connaissez Oui, ça, par nous cœur, l'avons, cette oui. pièce, Voilà. Comme vous l'avez, je garde pour moi. Très bien. Gérard Manset. Ah, Tu adores Gérard Manset.
Oui. Il a fait 21 albums, jamais il est venu en parler, Oui. car il préfère rester dans l'ombre. Mais on parle quand même de son livre, Cupidon de la nuit chez Albin Michel. C'est un voyage un peu autobiographique à travers le monde, des souvenirs, ses amours, etc. C'est grand auteur. Grand auteur. La toile du maître. Grand interprète, grand Absolument. auteur. Et c'est un des personnages les plus mystérieux de ce métier. Oui, absolument. Alors, je n'ai pas oublié l'atelier de ton papa peintre, Rubalu. Oui, Vous oui. avez passé un après-midi formidable. Oui, je sais. Alors, je vais t'offrir ce livre. Tamara de Lepnica, c'est une artiste majeure de l'art déco, disparue en 1980. Elle a laissé 150 tableaux. Elle a marqué la scène artistique. Elle a marqué de ses toiles les années folles, l'entre-deux-guerres. Et c'est Très, très beau, Tatiana de Ronet, chez Michel Ah. Lafon. Ah oui. Très bien. C'est pour toi. Merci. Et moi, j'ai beaucoup. rien du tout. Non, Moi, toi, si. tu n'as rien. Toi, Alors, tu c'est n'as quand même rien. incroyable. Si. Je me suis Non, mais- trompé. C'est vraiment ça, on sent qu'il y a vraiment une différence, quoi. Michel, Il y a vraiment vais ces quand deux même te niveaux. donner- hein. Michel, Philippe Michel, Claudel. veux-tu un Kleenex? Voilà, tiens, voilà. Michel, je vais te passer quand même le texte de la bibliothèque. De Philippe Claudel que tu ne connais pas. Ça va te permettre. Encore, tu auras un trou de mémoire. Encore, tu auras un trou de mémoire. Oui, alors, il va le regarder tous les soirs, parce que tous les soirs, nous avons chacun nos trous de mémoire. À Ben, tour de lui, rôle. il a un truc, Pierre, quand il a un trou de mémoire, il répète 55 fois le même mot avant d'attaquer le suivant. Et c'est ce que faisait Jean Poiret. Ah ben voilà, Oui, bah oui, exactement. Alors, je suis c'est ça. son fils naturel. Il fait, ah ben La dis donc, technique dis de- donc, oh, dis tu donc, sais, alors oh, dis donc. oh là là, Oh, oh là là, oh, ouais. tu sais, oh oui, oui, oh là là, bah tu sais, bah bien sûr, oui, oui, Heureusement, alors, pendant ce temps-là, ça mouline, oui. Oui, heureusement que je ne fais pas Michel Serrault. Heureusement que je ne suis pas Serrault. Pierre, tu as l'affiche d'un film qui s'appelle Les Estivants, Oui. de Valeria Bruni-Teleschi, Oui. avec une distribution incroyable. Oui. Il y a Yolande Moreau, Vincent Pérez, Laurence Stocker, Xavier Beauvois, entre autres. Tu m'en dis un mot? Davidovski. Ça se passe l'été dans une belle villa de la Côte d'Azur. Oui, oui. C'est assez autobiographique, non? Parce qu'il y a, je C'est- crois qu'il y a la c'est- maman, on aperçoit la maman. Il y a la maman, il y a la tante. Mais où es-tu, toi? Regarde, je suis le seul homme qui est sur l'affiche, ça t'emmerde, je le comprends. Là-bas, tu vois. À côté de la bouée rose. À côté de la bouée rose, tu vois. oui. La bouée rose, c'est toi. Et à côté, c'est moi. Ah, je savais pas que j'allais tourner là-dedans, moi. Voilà. Et Allez, c'est on va pas- voir la bande-annonce. Très jolie fille. Les Estivants. Le déjeuner est servi. François, que vous avez eu la gentillesse d'embaucher. J'espère aussi que son CDD se transforme rapidement en CDI. E non è finita. Bisogna che qualcuno te lo dica. Il arrive quand, Luca? Mais il arrive ce week-end. Il arrive quand ton papa? Il viendra pas. Il a une nouvelle fiancée. Piscine, garage avec les vélos. Après arrive au paradis. C'est l'enfer. J'ai eu un professeur de piano qui me faisait jouer que avec la main Parce gauche. que de la main droite, tu devais le masturber. Oui, d'accord. N'aviez pas de travail? Ça vous gêne d'être dans une piscine avec moi? Vous êtes de gauche? Je suis esclave de Jean. J'ai même été l'amant de sa femme. C'est pas vrai ce qu'il raconte, hein. Il était jamais mon amant. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Il y a une réunion demain. C'est pour parler des jours fériés, puis les heures supplémentaires, c'est tout, hein. Vous savez, chacun fait sa vie dans cette maison. Personne ne voit personne. J'aime pas ma vie. Tu m'as fait chier! C'est parce que vous êtes de gauche que vous vous tapez le petit personne. Là, tiens! Ragazzi, del contrario. Les Estivants, Valeria Golino, Noémie Lvovsky, Pierre Arditi, évidemment, parce que tu es en même temps l'acteur le plus demandé au théâtre, au cinéma, à la télévision. Oui. Hein, on peut Oui, dire je ça, suis Michel surtout terriblement demandé chez moi. Oui. Je suis très, très demandé chez moi. Également. Ma femme adorerait me revoir et elle a beaucoup de mal, d'ailleurs. Michel, t'es demandé Jamais par là. qui, toi? Par des dessins animés en particulier. Toujours sur la pièce Compromis. Ce sont deux amis de 35 ans qui s'engueulent. Oui. Et comme tu l'as dit, la vie est faite de compromis. C'est finalement la façon de s'aimer. Mais est-ce que dans vos vies, il vous est arrivé justement d'avoir des prises de bec sérieuses avec un ami de toujours, sans vous fâcher? Oui, moi, oui, avec Murat, ça m'est arrivé. 2, 3, pas beaucoup, hein. Des vraies engueulades. 2, 3 prises de bec, des vrais. Pas des engueulades. Des vrais, vraiment des vrais. Des trucs où on a failli en venir aux mains.
Ah Voilà. oui. Ouais, oui, Vous êtes resté en froid quelques jours? Non, parce qu'on n'arrive pas à se fâcher, et heureusement d'ailleurs. Toi, Michel? Non. Moi, j'ai un ami, c'est mon chien, avec lequel j'ai eu des tas de... Des grandes... T'as eu envie de mordre? Non, mais c'est vrai. Non, ça va, ça arrive fréquemment, évidemment, qu'on peut s'engueuler avec de très très bons amis. D'ailleurs, je suis persuadé que ça renforce l'amitié ou l'amour par la suite. Vous verrez ça en allant applaudir mes deux camarades. Compromis, mise en scène Bernard Murat, pièce de Philippe Claudel. C'est au Théâtre des Nouveautés, qui est un théâtre mythique des Nouveautés. Absolument mythique. Tous les grands ont joué. Oui, et très beau. C'est un théâtre très absolument beau magnifique. Et il ne faut pas oublier le nom qui est écrit en plus petit, Stéphane Pézra, qui, à mon avis, va nous squeezer de la plus belle des manières. Ça n'est pas le rôle principal, et quand il arrive, il y a une deuxième pièce qui commence, et où il est un génie. Vraiment un génie. Les gens lui font un triomphe. Ils nous applaudissent beaucoup. Il faudra qu'ils viennent nous voir. Et lui, il fait un triomphe. Très bien. Et c'est très chiant. Voilà. Alors, Pierre, tu es l'invité d'honneur de Vivement Dimanche. Tu connais la nouvelle formule. Nous avons quelqu'un qui lui aussi est un homme de scène, car il a un spectacle qui est formidable, qui est un historien pas comme les autres. C'est Franck Ferrand. Merci d'être là, Franck. Alors, comme chaque dimanche, Franck demande à l'invité quel est le personnage de l'histoire qu'il pourrait évoquer. Et là, il s'agit d'un personnage... C'est un anti-personnage. Et c'est un personnage qui a fait fantasmer tous les historiens. Oui. On a mis du temps à savoir qui il était. Et beaucoup de romanciers, et beaucoup d'auteurs de théâtre, etc. Alexandre Dumas, le premier, bien sûr, c'est l'homme au masque de fer. Cet homme, et vous entendez tout de suite le public, c'est l'énigme par essence, c'est l'énigme absolue. En fait, ce personnage portait un masque en permanence. C'était pas un masque de fer, en fait. Le masque de fer, il ne le portait que lorsqu'il était en dehors de ses prisons. Mais quand il était en prison, il y a passé 30 ans, il est mort le 19 novembre 1703, il est mort à la Bastille. Quand il était dans les forteresses, dans les prisons, il portait un masque de velours noir, en vérité. Mais néanmoins, on ne sait pas du tout qui il était. Est-ce qu'il a vraiment existé? Bien sûr qu'il a existé, ça on en a la certitude. Il est très souvent question de lui dans la correspondance entre son geôlier, qui s'appelait Monsieur de Saint-Mars, Bénigne de Saint-Mars, qui était une espèce de petit bonhomme extrêmement... Imaginez un peu Louis de Funès énervé, vous voyez, il était toujours grincheux comme ça, toujours acrimonieux, ce monsieur de Saint-Mars, et il écrivait au ministre de la guerre de l'époque, qui était Louvois, et il expliquait à Louvois tout ce qu'il faisait pour assurer l'absolu anonymat de son prisonnier. Donc on a la certitude que le bonhomme a existé. Maintenant, on a tout imaginé son identitaire. Il y en a qui ont dit que c'était Molière. Ce qui ne tient pas debout du tout, mais certains ont dit que c'était le serviteur noir qui avait mis enceinte la reine Marie-Thérèse. Vous savez qu'il y a eu une histoire là qui a été assez croustillante. D'autres ont dit que c'était... On a tout suivi, la piste anglaise. Certains ont dit que c'était une femme. Assez récemment, Michel Verger-Franceschi nous a dit qu'en fait, le masque qu'il portait, il ne le portait que pour des raisons thérapeutiques, que ce n'était pas pour cacher son identité. Bref, on a même dit qu'il était le jumeau du roi. Eh ben voilà, la thèse principale, c'est celle, bien sûr, d'Alexandre Dumas, qui lui-même la tenait de Voltaire et de Soulavie, qui disait qu'en fait, c'était le frère jumeau de Louis XIV. C'est la thèse du vicomte de Bragelonne. Exactement. Dans le vicomte de Bragelonne, on a toute cette histoire du masque de fer. C'est-à-dire que Louis XIV aurait eu un frère jumeau, et comme, évidemment, on ne pouvait pas créer une diarchie au sommet de l'État, eh bien, on avait mis le frère jumeau de côté, et on l'avait obligé à porter ce masque. C'est la grande théorie, bien entendu. Et la vôtre? Alors... La mienne, plus exactement, je dirais celle de Jean-Christian Petit-Fils, parce que c'est lui qui a travaillé sur ce sujet énormément. Il a épluché les dossiers de la Bastille et des autres forteresses d'ailleurs, Pignerol, Exil, l'île Sainte-Marguerite dans la baie de Cannes, où il a passé un certain temps, ce masque de fer. Et Jean-Christian Petit-Fils a trouvé l'identité du bonhomme. Sur son acte de décès, parce qu'il y a un acte de décès en 1703, il s'appelle Marchioli ou Marchiali, c'est difficile à lire. Mais en fait, il s'appelait Eustache d'Angers. Et là, je suis désolé parce que je vais faire retomber d'un seul coup la pression. C'est nettement moins rigolo, il faut bien le dire. Cet Eustache d'Angers était un simple serviteur
qui a été embringué dans les affaires franco-anglaises au moment de la signature du traité de Douvres. Il est arrêté à Calais, d'ailleurs. Voilà, cet homme a été arrêté à Calais sur ordre de Louvois en juillet 1669. C'est bien lui qui est envoyé à la forteresse de Pignerol. Il n'y a aucun doute sur la question. Et pourquoi est-ce qu'on l'a obligé, ce pauvre homme, pendant toutes ces années, tant qu'il était en détention, pourquoi on l'a obligé à porter un masque? Eh bien ça, franchement, personne n'en sait rien. Ah oui. On pense que c'est Monsieur de Saint-Mars qui, pour se rendre important, pour qu'on dise qu'il était responsable d'un prisonnier d'État, qu'il fallait surtout pas qu'on connaisse son Il est identité, resté etc. 34 ans, toi. Vous imaginez? Pendant 34 ans, il a fait porter ce masque à ce pauvre bonhomme pour son ego personnel. C'est très probablement ça la solution. Et je reconnais que c'est tout le problème de l'énigme du masque de fer, c'est que c'est une énigme dont la solution est décevante. Moi, j'aime bien les énigmes qui, a priori, ont l'air pas très compliquées et qui aboutissent à une solution incroyable et magnifique. Là, c'est l'inverse. Là, l'énigme est magnifique, elle est superbe, et puis c'est un peu, malheureusement, un pétard mouillé à la fin. Bon, en fait, ça n'est que ce pauvre bonhomme qui s'appelait Danger, ça ne s'invente pas. Franck Ferrand. Franck reste avec nous. Alors, on a demandé à Pierre quelle chanson il voulait entendre, quel artiste le touchait particulièrement. Et tu as choisi évidemment une chanson incontournable, Foule sentimentale, qui est peut-être un des grands chefs-d'œuvre du répertoire d'Alain Souchon en 2001. Écoutez. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle. Comme on nous parle, il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner dès qu'on est né, pour des cons alors qu'on est des fous sentimentaux, avec soif d'idéal, attirés par les étoiles, les voiles, que les choses pas commerciales. Fous sentimentaux, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. On est Claudia Schiffer, on est Paul Soulitzer. Ah, le mal qu'on peut nous faire, et qui ravage à la mouquette du ciel des vagues. Un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pâles. Un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimental, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule
sentimental. Il faut voir comment on nous parle, oh, comment on nous parle. Foule sentimentale, on a soif d'idéal. Pierre Arditi. Ah oui. Et il s'adressait à toi. C'était là, c'était en 2001, c'était un de nos premiers invités, et il s'adressait à toi. C'est ça. Voilà. C'est merveilleux cette chanson. Hein, merveilleuse chanson. Vous n'êtes pas obligé de me remontrer ma tronche d'il y a 20 ans. Hein. Non. Pas une obligation. Hein. Finalement, je me préfère maintenant. Bah oui, si, comme ça c'est plus simple. Voilà, ça part. Ah oui. J'ai une tronche de cake, là, quand même. Mais non, mais pas du tout. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Tu exagères. Mais non. Fishing for compliment. Bien sûr. Alors, je reviens à la pièce compromis. Ouais. La pièce compromis, elle commence le 6 mai 81, j'ai dit 4 jours avant l'arrivée de M. Mitterrand. Oui. Alors, c'est un bon enchaînement parce que notre ami Jean Plantu, qui va maintenant intervenir dans un instant, lui, la pièce, quand je lui ai raconté ça, ça l'a intéressé parce qu'il y a des choses à nous dire là-dessus. Je me doute. Jean Plantu. Jean, c'est vrai que c'est un début de pièce tentant pour toi, ça. Hein? Oui, parce que d'abord, en plus, l'arrivée de 81, l'arrivée de Mitterrand, je l'associe avec vous parce que, en fait, tout le parcours des hommes de gauche, à chaque fois, on vous voyait intervenir, vous mouillez la chemise pour cet espoir de gauche. Et du coup, quand je vous dessine avec le rideau comme ça, avec le rideau rouge, tout ça, ça me rappelle la manière dont moi je dessinais Mitterrand. C'est-à-dire que quand je dessinais Mitterrand, je faisais les pommettes comme ça. Je faisais 2 dents comme ça, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'était fait limer les dents pour être élu. Et alors, donc, je rajoutais des petites bajoues, des trucs comme ça. Voilà. Et puis, il y avait quelque chose que je rajoutais là. Et alors, mon directeur ne supportait pas. Une verrue. Une petite verrue. Ah. Une petite verrue. Et donc, pendant 10 ans, j'ai été interdit de verrue au journal Le Monde parce qu'il ne fallait pas salir le visage du président de la République. Et moi, j'étais étonné parce que... Alors, une fois, j'avais accompagné Mitterrand dans un voyage, puis je m'étais approché, j'ai bien vu qu'il avait une verrue. Et donc, je me disais, mais pourquoi il ne me laisse pas dessiner ce que je vois? Donc, ça, c'est le regard du dessinateur. Et puis, à la fois, quand je vois comment on a vécu l'époque de 81, parce que votre pièce à tous les deux avec Michel Leb, vous arrivez et il va arriver la gauche au pouvoir avec les ministres communistes. On disait les tanks soviétiques sont dans Paris. Oui. Exactement. Oui. Ah, regarde, c'est fou. Et moi, j'avais fait un bouquin qui s'appelait « C'est le goulag », avec des gens qui étaient effrayés parce qu'ils voyaient arriver de la gauche au pouvoir. Et puis, j'avais même fait une petite tour Eiffel. Ça alors, le président est socialiste et la tour Eiffel est toujours à sa place. Incroyable. C'est très bien. Et ça, c'est vraiment un job avant, sinon je descends et tout avant le monde. les Gilets jaunes, je faisais déjà des gens qui prenaient « Trouvez-moi un job, sinon je descends tout le monde ». Quand même, on vit une drôle d'époque. Et donc, les policiers, ils n'étaient pas habillés comme ça, mais déjà, il y a une ambiance incroyable. Comme par exemple la décentralisation, la rancœur vis-à-vis de Paris. Ça, c'était la fiche de Mitterrand, ça. Pratiquement. Quasiment. Elle vient, cette décentralisation, et l'autre, il dit, ils sont toujours pas d'accord à Paris. Et c'est tout le nœud de l'incompréhension entre les régions et Paris. Et finalement, on est toujours dans le même cas de figure. Et toujours en 81, là, je parle aux gens de théâtre que vous êtes tous les deux. Eh ben, je vous le dis, l'époque, elle a changé. Parce que moi, quand je dessine un petit Clister avec un petit Diafoirus, un petit médecin de Molière, eh ben, personne ne comprend. Aujourd'hui ? Oui. Personne ne comprend parce qu'ils n'ont pas en tête l'image de... Et quand je vois avec mes copains américains, je leur dis, mais tu fais quoi, toi, comme référence culturelle dans tes dessins? Ils me disent, oh, moi, je fais le showbiz. Hein. Moi, je ne touche pas à des hommes de théâtre. Ils ne touchent pas. Ils font que le showbiz. Et donc, aujourd'hui, Diafoirus, eh ben, j'ai du mal à le caser dans mes dessins. J'aimerais bien. Oui. On va accueillir maintenant quelqu'un que tu souhaitais avoir à tes côtés. Alors, je rappelle quand même qu'il a beaucoup compté dans l'histoire de Vivement Dimanche, car le jour où on a décidé d'inviter des politiques, il a été le premier. Voici Daniel Cohn-Bendit.
Comment vas-tu? Ça va? Bonjour. Salut Daniel. Salut. Alors, un mot. Pourquoi? Pourquoi Parce pas? que, pourquoi, bah, Oui, pourquoi non, pas mais- non, mais- Pourquoi? Parce qu'il fait partie de ma vie, Ben parce oui, que je un ne autre le aussi. vois pas assez, parce qu'en ce moment je le vois beaucoup d'ailleurs et c'est très bien, et parce que d'abord, parce que d'abord il a marqué mon époque, j'allais dire ma jeunesse, mais on a le même âge, hein. Il a même quelques mois de moins que moi. On a le même âge, et ensuite parce que je continue de m'intéresser à la chose politique. Et chaque fois que j'entends parler Daniel, je me dis, je ne comprends pas pourquoi les politiques ne parlent pas comme lui. C'est-à-dire qu'on dit toujours que les politiques ou emploient une langue de bois ou emploient une langue que personne ne comprend. Chaque fois que lui ouvre la bouche, on peut être d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui. C'est pas le problème, ça. C'est-à-dire que quand il s'exprime, c'est clair, c'est net, c'est limpide, et on comprend absolument de quoi il parle. Voilà. Ce qui est, par les temps qui courent, maintenant devenu une denrée rarissime, parce que ou on est dans une espèce de musique d'ascenseur qui ne raconte rien, ou alors on est dans des trucs complètement absconses, ou alors on est dans des aberrations que lui ne fréquente jamais. Ce qui me plaît, c'est qu'il a été totalement iconoclaste en 68, et c'est ce qui me plaisait, c'est ce qui nous plaisait chez lui. Il y a les photos de lui où il est comme ça, avec sa voilà, merveilleuse. c'est chez moi, ça. Voilà, bon, Non, c'est voilà. dans mon bureau, ça. Et maintenant, Il est mignon, hein? Oui, il est mignon. Ouais. Hein, il Et est maintenant, mignon, ouais, non, mais il est toujours franchement, mignon. Et maintenant, il est peut-être moins iconoclaste, mais en tout cas, il est plus, comment dire, il est plus lumineux et il est plus clairvoyant qu'une grande partie de la classe politique. Jean? Et même quand il soutient Macron, on a envie d'être d'accord avec lui parce qu'il en parle très très bien. Très Après, bien. on se dit, tiens, il a peut-être pas raison, mais c'est pas Ça, c'est grave. le problème entre On a Jean envie- et moi, hein. on a envie- non, mais on a envie qu'il ait raison parce qu'il le raconte très bien. J'ai un copain dessinateur qui s'appelle Kishka et qui a repris le dessin du CRS. Bon, à rien, tu feras quoi plus tard? Soutenir Macron. Et je trouve que le dessin. Bon, alors, et Daniel, on connaît son parcours, l'Europe, enfin, qui ne connaît pas le parcours de Daniel Cohn-Bendit? Moi, j'ai une question à te poser. Pourquoi nos présidents successifs n'arrivent pas à réformer le pays? Les présidents successifs n'arrivent pas à réformer le pays parce que le pays ne veut pas être réformé. Voilà, c'est simple. Écoute, tu sais, mais il n'y a pas qu'en France. Hein. Regarde, pour qu'on se calme, regarde, on va voir le Brexit. Les Anglais, oui. Hein, les Anglais. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils ont voté. Alors tout le monde veut des référendums. Maintenant, ils ont fait un référendum. Ils ont dit on se taille, et puis après il fallait faire, et personne ne sait faire. Et donc aujourd'hui, ils sont dans la naze totale. Et c'est un peu la même chose en France. Tu parlais de Mitterrand. Hein, vous avez parlé de Mitterrand, 80. Mitterrand, c'est des nationalisations. Hein, c'est donc l'accord avec les communistes, on nationalise et tout ça. 2 ans après, c'est la cata totale économiquement, c'est la naze. Donc, on appelle de l'or, mais il y a une chose qu'on ne dit pas. On dit, on continue la même chose. On fait le contraire, mais dans le langage du moment, c'est non, on continue. Parce que dire aux Français qu'on va faire le contraire de ce qu'on a fait, pourquoi on a été élu, ça ne marche pas. Et c'est comme ça en permanence partout. Et d'ailleurs, Delors, je l'ai là. J'ai un dessin de Delors avec Pierre Monroy, qui était notre Premier ministre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on y voit? Impôts, taxes, vignettes. Et là, il reste encore un petit peu de place pour qu'ils puissent mettre encore une nouvelle taxe. Et donc, c'était le choc de 83. Ouais. C'est toujours la même chose. Donc, c'est un peu le problème de la France. Est-ce que la France doit changer de culture politique? Ah ben moi, c'est pour ça que je défends la proportionnelle. Alors, Pierre et moi, on avait fait 2 meetings ensemble en 2005 pour le oui au traité constitutionnel. Alors, c'était un peu le même problème que pour, disons, le référendum anglais sur le Brexit. Mais alors là, on a dit n'importe quoi sur ce que ça allait donner. Ça va être horrible, on va vendre, enfin bref. Hein, donc... Et moi, je crois qu'aujourd'hui, la France doit changer de système. Moi, je crois que le système majoritaire est terrible. Enfin, pas que Macron. Macron a été élu au premier tour par 18% des... Il a fait 24 et quelques, mais si tu prends ceux qui n'ont pas été votés, c'est 18%.
18%. Après, il gagne contre Marine Le Pen, mais l'erreur peut-être de Macron et l'erreur toujours des présidents, ils n'ont pas été élus pour leur programme, ça c'est 18% qu'on dit oui. Donc tu as 82% qui ont dit on n'est pas d'accord ou on ne veut pas. Mais la France est incapable de faire des compromis. C'est-à-dire que personne n'aura. Si demain c'est Marine Le Pen, ça sera exactement la même chose. Si après-demain c'est Mélenchon, ça sera la même chose. Si c'est Wauquiez, ça sera exactement la même chose. Si c'est du schmuck ou du schmock, ça sera toujours la même chose. Donc, ou on fait une proportionnelle, et on dit, mais une proportionnelle, ça ne marche que se dire, on n'est pas d'accord, on fait une élection, mais après, on sera obligé. Elle s'appelle comment, votre pièce? Compromis. Un compromis. Ben voilà. Mais la France, faire des compromis politiques, ah ben non, Ah non, je perds mon âme, je perds compromission. C'est Compromis, c'est compromission. compromission. Voilà. Et c'est ça le problème de la France politiquement. Alors, moi, je voudrais revenir sur une des passions de Daniel Cohn-Bendit, c'est le foot. Daniel Cohn-Bendit est parmi les hommes politiques, un des plus grands spécialistes du foot que je connaisse. Mais lui, il s'en parlait. Sur Europe 1 pendant des années, il était un C'est d'ailleurs réunion de ceux qui ont été vidés d'Europe 1. Oui, c'est ce canapé. Nous sommes tous les trois. Et Daniel, je vais te faire plaisir. Je vais te rappeler des souvenirs qui sont, moi, mes grands souvenirs, car c'est moi qui commentais cette Coupe du Monde en Allemagne. Regarde, tu vas me commenter ça. Franz Beckenbauer, évidemment. Il y a une photo. On va voir si tu te souviens de tout. Allez, ça, c'est l'équipe d'Allemagne championne du monde. Vas-y. D'accord. De gauche à droite. À gauche, c'est Beckenbauer, t'as Mayer, Oui. t'as Schwarzenbeck. Oui. Tu as ramène la photo du petit mec, là. Là, les deux. Après, t'as Grabowski. Tu as Müller. Tu as Overath, tu as Vogt, tu as Breitner et tu as Eunès. Donc Voilà. il y en a deux que je ne retrouve pas, là. Ils sont trop loin, je suis trop vieux, je vois mal ou je sais pas quoi. Ça, c'est la grande équipe d'Allemagne. C'est la grande équipe. Qui a battu la Hollande de Cruyff. Oui, mais la Hollande était meilleure. C'est le problème de l'Allemagne en foot, 2 secondes. C'est qu'ils ont gagné en 54 contre les Hongrois, alors qu'en tour, ils avaient perdu 8-2, mais la plus grande équipe, c'était la Hongrie. Oui. C'était une équipe extraordinaire. Idescuti, Albert Idescuti. Idescuti et Puskás et tout ça, exactement. En 74, ils battent le Cruyff, l'équipe de Hollande. Le plus grand joueur de l'époque, c'est pour moi pas Beckenbauer, c'est Cruyff. Et c'est Cruyff qui invente un nouveau football après, qui fait l'Ajax et après Barcelone. Mais donc, c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Il faut que les Français se disent ça aussi quand ils gagnent la Coupe du Monde. Hein. C'est pas toujours les meilleurs qui gagnent, c'est ceux qui gagnent qui gagnent. Hein. Ceux qui gagnent. On peut penser que la Croatie ou la Belgique étaient... Non, ils n'étaient pas assez bons. Là, moi, je ne crois pas. Alors que l'équipe de Hollande de Cruyff, c'était quelque chose d'autre. Mais c'était une défense héroïque. D'ailleurs, c'est le drame de Cruyff, comme celui de Platini, qui n'ont pas gagné de Coupe du Monde. Parce que 4 ans plus tard, en Argentine, ils sont encore battus. Oui, bien sûr. Cruyff a perdu 2 Coupes du Monde de suite. Ouais, mais là, l'Argentine, Maradona, on peut en penser ce qu'il veut, l'Argentine, après, a quand même commencé à évoluer, même si ce n'était pas encore Maradona. Voilà, je voulais entendre parler de football. On avait une petite conversation tous les deux. Sur le cyclisme oui, et le sport. Et voilà, vous avez une autre facette de ce qu'on s'est fait. Moi, j'étais Anctil. Moi, j'étais Anctil contre Pondillor. Non, mais ce qu'on disait avec Pierre Arditi, c'est que quand on commence à parler sport avec des gens dont c'est la passion, ça finit plus, en fait. Ça peut durer très longtemps. Ouais. Et peut-être qu'il faudrait discuter sport avec les Gilets jaunes. Ça se calmerait un peu, comme ça. Daniel, avant de te laisser partir, il y a les Européennes qui arrivent. Oui. Toi qui as siégé près de 20 ans au Parlement européen. J'ai siégé 20 ans, pas près de 20 ans. 20 ans, c'est extraordinaire. 4 fois 5. Alors, au contraire des artistes peut-être, parce qu'il est un peu plus vieux que moi, je trouve qu'il y a un temps pour tout. Hein, j'ai fait 20 ans. On ne peut pas dire il faut changer. Moi, il y a un truc qui me fascine. C'est-à-dire que tout le monde dit ouais, il faut changer, les vieux schnocks en politique, il y en a marre. Et quand je dis c'est pour ça. Il n'y a pas qu'en politique. Hein. Il n'y a pas qu'en politique, d'accord. Mais quand je dis ça, et je dis c'est pour ça que ah non, mais toi, c'est pas la même chose. Ben oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même. Et moi, j'ai dit, je veux partir. Je suis parti quand tout le monde me dit il faut pas partir. Pour moi, l'horreur, ça aurait été de partir et que les gens disent mais pourquoi il n'est pas parti plus tôt. Oui. Donc voilà, ça fait 20 ans. Je vais aider La République En Marche pendant la campagne électorale.
Mon cœur battra aussi pour les écolos, parce que c'est quand même ma famille, Yannick Jadot. Donc, c'est pas contre eux, mais je crois que si Macron échoue aux élections européennes, c'est l'Europe qui va en prendre un coup. Parce qu'il est le seul chef d'État qui a un projet européen. On peut être contre, il fait des tas de conneries. Mais sur l'Europe, vraiment, et là, c'est important pour la France. Mais il a quand même... Allez, Jean. Mais il a quand même changé, Macron. Hein. Il a changé ces derniers temps. Il y a le Macron 1, le Macron 2. Je le dessine toujours avec le petit short comme ça, parce qu'il est tout jeune, tout ça, il est mignon. Et puis, tu sais, je crois qu'on a changé. Et l'autre, il dit, super, débattons tous les deux. Ben, Jean, je te jure, j'ai discuté avec lui. Et moi, j'ai été frappé quand il parle de ce qui se passe ces semaines. Il dit, j'en ai pris un coup et ça m'a changé. Et je comprends des tas de choses. Il faut le souhaiter qu'il ait changé. Voilà. Et moi, je crois qu'un homme politique qui ne change pas est un crétin. Parce que ça veut dire qu'on n'évolue pas. Bien sûr. D'une manière générale. On est d'accord. Voilà. Eh bien, moi, je regrette, à titre personnel, que tu ne sois plus à 100% encore dans la vie politique, parce que contrairement à ce que tu crois, ton sang est un sang neuf, jeune, et s'il n'y avait que des gens vieux comme toi en politique, ça irait sans doute beaucoup mieux. Et, dernière question avant que tu parles. Quel est le moment de ta vie dont tu es le plus fier? D'avoir viré De Gaulle? D'abord, je ne l'ai pas viré. Non, avec le recul, tout est parti de toi. Hein. Ben oui. Oh, le moment de ma vie, c'est mon fils et ma fille. Très bien. Voilà, c'est comme ça. Mais l'acte, à part ça, le sourire face aux policiers, c'est assez joli, quoi. C'est assez joli. C'est belle, cette photo. Ça m'a fait. Regardez le regard qu'il a. Magnifique. Formidable. Je demande d'applaudir Daniel Cohn-Bendit. Merci. Merci, Daniel. Hop là. Allez, courage. Bon, allez, on va maintenant accueillir le médecin de l'émission, Marcel Ichou, mais qui va te parler d'un personnage que tu connais bien, qui va te ramener au film d'Alain Resnais. Oui. Voici Marcel Ichou. Tu veux pas savoir comment on se sent mieux sur le canapé depuis qu'on a un médecin? Ah oui, ça, bien sûr. Oui. Ça, j'imagine. Oh là là, tu vas savoir. Tant que professionnel. Tous les invités repartent en forme. Alors, on va parler justement d'un grand neurobiologiste qui est mort en 1995, qui a beaucoup travaillé sur le cerveau humain et que Pierre Arditi a croisé. Oui. Sur le film de René, Mon oncle Damien. Voilà. Henri Laborie. Henri Laborie. Voilà. Qui n'était pas seulement un neurobiologiste, il était écrivain, philosophe. Il avait vraiment. Et puis d'ailleurs, il a mis en place un concept fondamental qui est l'interdisciplinarité. C'est-à-dire, il ne se focalise pas sur un domaine, mais il les embrasse tous. C'est un esprit universel. Voilà, il s'intéressait beaucoup aux fourmis aussi. Oui. Et donc, Laborie, en gros, il nous a décrit le fonctionnement du cerveau qu'il a décrit dans son évolution, puisqu'on est venu des batraciens. Et puis, on a évolué avec un cerveau ancien qui s'appelle le cerveau reptilien, qui nous sert à vivre des besoins fondamentaux, manger, boire, copuler, les réflexes. Puis, derrière ça, il y a une évolution avec un cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions, le cerveau des hormones qui nous font nous attacher, etc. Pour les mammifères, c'est exactement comme pour les hommes. Et puis, l'homme est apparu avec un développement énorme du cerveau, de ce qu'on appelle le néocortex, c'est-à-dire le cerveau d'association. Et là, c'est fantastique parce que c'est quoi créer? C'est finalement prendre des éléments et les associer entre eux. On peut imaginer, on fait ça en littérature, on fait ça en musique, je suppose que vous faites ça dans vos métiers. Oui. Et donc, c'est important à avoir en tête. Et puis, il nous a donné un concept qu'on essaye de trouver. Je suis fasciné d'ailleurs parce que je parle souvent à des jeunes neurologues, ils ne connaissent même pas Henri Laborie, ce qui est quand même fondamental. C'est-à-dire qu'on nous fait des tas d'études pour découvrir que le stress pourrait être nuisible. Enfin, il l'a démontré 25 000 fois il y a un 25 000 fois il y a un moment. Oui. Donc, il nous a appris que pour survivre, l'homme et les mammifères
face au stress, ne peuvent répondre que par deux possibilités, la lutte ou la fuite. Ouais, exact. Alors, à l'époque des cavernes, des orang-outans ou des mammouths, il fallait fuir par rapport à cette agression. Et il a démontré que si on ne pouvait ni fuir, ni lutter. On était dans l'inhibition de l'action, et là, on devient malade. On devient malade avec des petites maladies, la somatisation, mais ça peut aller jusqu'au cancer et des maladies plus graves. Et il n'y a aucun doute à ça, on n'a pas besoin de faire d'études. On sait tous dans notre environnement, dans nos expériences, que si quelqu'un a plein d'emmerdements, au bout d'un moment, ça finit par l'atteindre dans son corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de psychosomatique, c'est un tout, etc. Donc ça, c'est important, parce que maintenant, il n'y a plus de mammouth, mais il y a tout notre environnement familial, au travail, etc., qui donne ce stress. Laborie a montré que si on n'avait pas ce type de comportement inné, c'est-à-dire des préjugés, des idées réflexes, on ne pourrait pas survivre. Je ne sais plus qui disait un intellectuel, il vaut mieux un con qui marche que deux intellectuels assis. Donc par rapport à une agression, non mais c'est vrai, par rapport à une agression, il vaut mieux avoir quelqu'un qui sache courir, qui va commencer à réfléchir, peut-être bien courir, peut-être bien que non. Donc ça c'est aussi très important. Et ce qui explique, on avait Daniel Cohn-Bendit, que chez les politiques, vous avez des réflexes conditionnés. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas, ils ne regardent pas ce qui se passe, mais systématiquement, ils vont être pour, suivant qu'ils sont dans un camp, ou contre, suivant qu'ils sont dans l'autre camp, et on ne réfléchit plus. Laborie nous là, il y a une coupure du cerveau. Là. Voilà, il y a une coupure du cerveau. Laborie nous a appris à regarder les faits et à pouvoir les interpréter de manière objective, en les plaçant dans un contexte social plus important. Et là, dernier point, on est dans une société, on veut faire l'abstraction du déterminisme de nos comportements par le social, et on veut absolument le ramener à l'individuel. Alors maintenant, on peut tout, il faut être performant, il faut être dans le bonheur, l'amour, etc. Ce qui est une connerie monumentale, parce que sinon, vous ne seriez pas là. Je veux dire, si les artistes ne baignaient que dans le bonheur, etc., oui. D'abord, ça se saurait, et puis il n'y aurait pas de création. Très bien. Un mot sur ce film de René, Mon oncle d'Amérique. On peut penser dans ta carrière, Pierre, qu'il y a eu un avant et un après. Oui. Il a joué un rôle considérable dans ta carrière, le film de René. Il y avait Roger Pierre, Nicole Garcia, Gérard Depardieu. Depardieu, oui. C'était un film important. Ben, c'est la première fois que j'ai travaillé avec René. Et ensuite, j'ai collaboré avec lui pendant 34 ans. 34 ans. Et qui est sans doute la rencontre cinématographique de ma vie. Après Souchon, tu as voulu écouter Julien Clerc. Oui. Avec une chanson qui a pour titre « Sous mon arbre ». Oui. Une de ses dernières chansons, écrite avec Marie Bastide, qui célébrait ses 50 ans sur scène. Julien Clerc, j'ai toujours aimé sa voix, y compris quand j'étais tout jeune comme ça, mais toujours, il a une voix de tragédien. Je lui ai déjà dit d'ailleurs, il y a quelque chose qui vibre dans sa voix, qui touche à la tragédie, même quand c'est gai d'ailleurs. Quelle mélodie. Et il y a quelque chose qui me bouleverse chaque fois qu'il ouvre le bec, ce type. Voilà. Sous mon arbre, Julien Clerc pour Pierre. Sous un grand arbre, j'ai poussé une sorte de vieux marronnier au centre d'une cour carrée, majestueux. Dans ses racines, j'ai puisé la sève des grandes traversées. Et mon pays, je l'ai trouvé dans tes yeux. Sous mon arbre, je me balance, je me repose loin du cours des choses. Sous mon arbre, je me balance, c'est la pause. J'ai fait grandir tout mon feuillage, j'y ai
ai mis mes enfantillages et nos enfants de tous les âges. Merveilleux, j'ai fait durcir un peu l'écorce pour nous donner le cœur, la force de voir la vie et ses entorses. Tous les deux, sous mon arbre je me balance, je me repose loin du cours des choses. Sous mon arbre je me balance, c'est la pause. On a bâti notre cabane, nous petits dans tes bras de liane. À l'abri tu berces mon âme. Avec eux, sous mon arbre on se balance. Ensemble on retrouve les jolies choses. Oui, sous mon arbre on se balance. C'est grandiose. C'est grandiose. Sous mon arbre on se balance. C'est grandiose. On sait plus chanter comme ça. Les gens ne savent plus chanter comme ça. Quand il chante comme ça sur scène, il est merveilleux. Oui, parce que toute la salle est une force, une incarnation dans ce qu'il fait. Alors, il y a une pièce que tu as jouée qui s'appelait Le cas Schneider, qui a inspiré la chronique d'Hélène Gâteau. Hélène Gâteau. Effectivement, j'ai eu la chance... Moi, je suis très heureux parce qu'il y a des passerelles dans toutes les chroniques aujourd'hui. Et oui, j'ai eu la chance de vous voir au Théâtre de l'Atelier dans cette magnifique pièce, le cas Schneider. Schneider, c'est ça. oui. Et forcément, ce qui m'a interpellée, c'était le rôle que vous avez joué où d'un homme traumatisé, vous devenez ensuite promeneur pour chien, oui, en fait. Oui. Et eh bien, j'ai voulu justement rebondir là-dessus pour parler de cette profession, parce qu'au départ, on pense, même votre femme, hein, dans l'histoire, elle voit ça comme une déchéance. Comme une déchéance, oui. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, promeneur pour chien, ça devient vraiment un vrai service, un vrai job avec des gens très compétents qui peuvent proposer eh bien, ce service à tous les propriétaires de chiens, surtout en milieu urbain, que ce soit d'ailleurs à Paris ou dans toutes les autres grandes villes. Vous savez qu'il y a eu un promeneur de chiens très célèbre dans l'histoire, c'est Lazare Hoche, le grand général de la Révolution. Il promenait les chiens de la reine ? Il promenait les chiens de mesdames, c'est-à-dire des filles de Louis XV. Il habitait à Versailles, il allait promener les chiens de mesdames. Et il a dit que c'était parce qu'il s'était senti longtemps humilié par cette fonction qu'il est devenu révolutionnaire. Ah oui, mais là, aujourd'hui, c'est plus du tout une C'était fonction. On en voit de plus en plus. Hein, alors, on en voit de plus en plus, oui. À Paris, moi, j'ai eu la chance de suivre un duo Virginie et Kofi, que l'on peut voir d'ailleurs régulièrement dans les rues de Paris, tous les jours même. Et c'est assez impressionnant parce qu'ils démarrent le matin, dans le 2e arrondissement. Ils donnent rendez-vous à cet endroit-là à des propriétaires de chiens qui amènent leurs animaux. Alors là, je peux vous garantir que c'est pour avoir une diversité de races, des races à la mode que l'on peut trouver à Paris. Ça, c'est assez impressionnant. Ce promeneur Kofi, il a soit les clés de chez les gens, soit il va directement les chercher au bureau. Et on a tout ce groupe social de chiens qui se baladent dans les rues de Paris. Et ils peuvent en avoir jusqu'à 25 quand même, qui sont tenus en laisse. Alors,
ceux que j'adore. Ça, c'est génial, ça. C'est eux deux, là. Ça, c'est Là, génial. un duo. Le chien de tête, c'est le berger, c'est Il va tourner à gauche, attention. Mais c'est exactement ça, Michel. C'est-à-dire que Kofi, le propriétaire de Flash, il donne les indications au chien, tourne à droite, tourne à gauche, et il promène ainsi le bulldog Hollywood. Et c'est assez formidable. Alors là, c'est le début de la balade uniquement à Paris. Mais ensuite, eh bien, ils embarquent tous les chiens dans une petite camionnette qui est conçue pour. Alors les chiens sont super heureux de monter dedans. Et là, hop, direction la forêt de Meudon, où pendant 2 heures, c'est le centre aéré. Et les chiens, vraiment, ils s'éclatent. Et je trouve que c'est bien de proposer ce type de service. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de chiens qui font canapé, trottoir parisien, canapé. Bon, mais moi, je promène Michel Leb, ça lui fait beaucoup de bien. Alors, vraiment. Il est très content. Voilà, mon grand. Hein, allez. Ah oui, celle-là, elle est bien. Il faut lui faire rencontrer des congénères très belle, aussi. celle-là. C'est important qu'il rencontre des congénères parce que bien sinon, sûr, bien la sociabilité, on la développe pas. Mais toujours faire appel à des professionnels, en tout cas, pour promener son chien. Est-ce que je peux revoir le berger et le bulldog? Ah oui, cette image, elle est quand même tellement irrésistible, assez étonnante. ça. Regardez. Flash et Hollywood. J'adore. Je crois qu'eux, c'est vraiment... Mais alors ça me permet de rebondir sur une chose. Et alors, ce qui est assez étonnant, que là, on ne voit pas, c'est que quand il s'arrête, eh bien, on va voir l'image, Flash laisse tomber la laisse de sa gueule et pose sa patte dessus, de façon à ce que le chien ne s'en aille pas. Donc, il a vraiment compris son rôle. Et là, c'est important pour moi de préciser une chose, c'est qu'aujourd'hui, justement, nos chiens, on a trop tendance à en faire vraiment des chiens de compagnie. Je vous dis qu'ils font juste un peu comme nous, métro, boulot, dodo. Eux, ils font canapé, trottoir, canapé. Les chiens, ils adorent qu'on leur confie des missions. Et ce chien Flash, le berger, lui, il a la mission de tenir en longe tous les autres chiens. Et c'est comme ça qu'ils sont le plus équilibrés, nos amis à 4 pattes. C'est quand on leur confie des missions, quand on les stimule intellectuellement, parce que sinon, ça devient des chiens qui n'ont pas grand-chose à faire dans leur vie, qui s'ennuient et qui développent des pathologies comportementales. Michel, donc, tu as occupons nos chiens. Merci beaucoup, Hélène. Tu as eu un chien. Moi, quand je venais te voir, à l'époque où tu habitais aux Essarts-le-Roi... Oui, j'avais un chien, oui. Il s'appelait Lafayette. Lafayette. Voilà. Malheureusement, il n'est plus là, mais nous étions évidemment très attachés à ce chien. C'était un berger malinois. Ah oui. Très intelligent. Ah oui, c'est très intelligent. C'est un préféré de Delon. Excellent. Delon. Voilà. C'est belge, ça. Belge, oui. Ah, c'est ça. C'est ça, bruxellois. Et vous, Pierre nous, on a eu un merveilleux chien, mais qui n'est plus là maintenant, et on a été tellement traumatisés par la mort de cette bête qu'on n'a plus voulu en avoir, parce que, comme si on avait perdu un enfant. Donc, merci beaucoup, Hélène. Jean. Alors, Jean. Je vois que cette émission t'a bien inspiré aujourd'hui. Oui, et puis à propos des promeneurs de chiens, moi j'en connais un qui est à l'Élysée, il a un chien qui s'appelle Nemo, et en fait, il n'emmène pas ses chiens à promener, en fait, c'est les journalistes qui l'emmènent promener. En fait, c'est les journalistes qui font la balade et qui s'occupent, quand il y a un nouveau chien à l'Élysée, qui font le boulot de promeneur de Macron, parce que c'est eux qui font le boulot, et qui font le boulot que Macron leur demande de faire. Voilà. Ça, c'était pour mes copains journalistes. Merci, Jean. Merci beaucoup. Pierre, Michel. Je voudrais revenir sur cette pièce Compromis. Oui. C'était dans l'air depuis longtemps, tous les deux. Pierre était l'acteur avec qui tu voulais jouer un jour. Ah oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, il a même été question à une époque, il y a assez longtemps de ça, de jouer la cage aux folles. Oui. De faire la cage aux folles. Oui. Donc, bon. Qui était la folle? Ah ben... Les deux le sont un peu quand même. Et tu les deux le sont un peu. Tu aurais presque pu le rôle de Serrault, mais tu aurais pu être Serrault sur scène. Ah, mais j'aurais adoré. J'aurais adoré, parce qu'il était parfaitement, typiquement Poiret. J'aurais été Serrault, ça aurait été génial. Ouais, je me voyais très bien faire. Oh, c'est une biscotte! J'aurais adoré ça. J'aurais adoré. Mais bon. Tiens, ta biscotte droite. Tiens, ta biscotte, la biscotte de l'homme. La biscotte de l'homme. Oh, je t'en prie. Non, mais on devrait jouer la pièce Compromis comme ça ferait... C'est Jean Gabin, ça? C'est Jean Gabin, ça? Ça, c'est Jean Gabin, oui. J'ai une escarbille. Non, mais on aurait adoré. On aurait adoré, oui. Oui, on a un peu passé l'âge. Enfin, non, c'est pas vrai, ça peut être aussi sur la fin. Ça peut être sur la fin ou sur la fin. Michel Simon, comment allez-vous, Michel? Ça fait beaucoup mieux depuis que je connais Pierre Ardito, qui est absolument charmant. Et malheureusement, il oublie souvent son texte et je suis là pour le rattraper. Et Jean-Paul Belmondo, comment va Jean-Paul?
Il va très bien. Comment il va, Jean-Paul? Il va merveilleusement bien. Il est heureux, il est content de jouer avec lui, de jouer, rencontrer des grands médecins, d'être heureux tout le temps et de sourire. Et Gabin, comment va Jean Gabin? Gabin, c'est une autre affaire. Je peux te dire que c'est pas simple de jouer avec cet oiseau. Hein. Parce que quand il sait son texte, ça va, mais quand il le sait pas, je peux te dire que je m'emmerde. Michel. Compromis. Merci. Michel Leb, Pierre Arditi, compromis. Stéphane T'as oublié Marielle, Pézard, hein? Philippe Jean-Pierre Claudel. Marielle, c'est pas la même chose. Ah, Jean-Pierre, comment ça? Ah, Jean-Pierre, c'est pas pareil. Surtout qu'avec lui, avec cette face de... Regarde ce visage souriant et merveilleux. Hein? Regarde ce sourire éclatant. Montre ton sourire. Montre... Regarde-le. Il est merveilleux. Ah, j'aime bien surtout quand il me touche les couilles. Allez les voir aux nouveautés. Je vais compromis. Merci Franck. Merci Jean. C'est Merci horrible. beaucoup, Hélène. Merci. C'est horrible. Je suis puni. Je suis puni. Allez voilà, c'était Vivement Dimanche. C'est fini pour vous, c'est pas fini Oui, pour moi. c'est fini. Ça, il y a Vivement Dimanche. Enfin, Maintenant. c'est Merci fini pour beaucoup. lui. Merci.